plateau. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Alors sur ce plateau, nous recevons pour vous un expert, lui, ce Norbert Yamba Yamba. Il est au cadre de l'UDPS, mais également consultant international des questions de développement, de décentralisation, disais-je, et de la lutte contre la corruption. Monsieur Yamba Yamba, bienvenue. Merci pour l'invitation. Très bien, je ne serai pas seul sur ce plateau. Comme d'habitude, mon estimé confrère Yves Kamkonde m'accompagne pour vous servir. Yves, bienvenue. Merci Joseph, bienvenue fidèles téléspectateurs de 45 minutes pour convaincre, ce magazine socio-politique qui vous sert. Alors Yves, comme nous sommes devant un expert en matière de corruption, un seul sujet sera l'objet de notre émission. Un seul, tu l'as bien dit Joseph, nous allons donc revenir ou passer l'éponge ou passer cette discussion, l'accès sur les dernières ordonnances signées par le chef de l'État, nous focalisons bien sûr sur cet instrument de lutte contre la corruption qui est désormais mis à la disposition du peuple congolais. Voilà. Voilà, monsieur Yamba Yamba, Norbert Yamba Yamba, je rappelle que vous êtes également notable de la province de Sankourou et là même vous étiez candidat député national, malheureux candidat parce que vous n'avez pas pu... Candidat malheureux. Candidat malheureux. Alors ça c'est déjà de l'histoire, mais c'est pour dire que en même temps vous êtes panafricaniste, tshisekidiste, vous dirigez un mouvement panafricaniste, vous êtes au cadre de l'UDPS, vous êtes consultant international des questions de développement, de décentralisation et de lutte contre la corruption. En même temps, vous êtes enseignant dans plusieurs instituts supérieurs et universités. Comment est-ce que vous vous organisez pour remplir toutes ces tâches? Vous dites bien, il faut vous organiser. Hein. La gestion du temps est une compétence managériale. Lorsqu'on aspire à assumer des grandes responsabilités, il faut avoir la compétence justement de gérer son temps. Ne pas le faire, c'est justement être un amateur, hein, n'est-ce pas, qui est classé comme étant quelqu'un qui reste, n'a pas d'ambition, ne sait pas avancer, parce que, croyez-moi, la vie est une expérience cumulée, c'est un ensemble d'expériences, mais il faut savoir combiner ces expériences pour avoir un résultat. Mais lorsque vous cumulez ces expériences, il faut savoir donner le timing à chaque expérience et vous verrez que ça va aller. Et personnellement, ça va faire 30 ans que je suis très opérationnel dans les domaines de la consultation. Et ça m'a permis naturellement d'être directeur général d'un grand projet de gouvernance à la direction générale de la coopération belge. Au même moment, j'étais consultant indépendant. Au même moment, j'ai dirigé un institut supérieur d'études agronomiques, etc. J'ai travaillé avec les Américains dans le cadre effectivement de la gouvernance, où j'étais coordonnateur national d'un grand projet qui luttait contre les tracasseries administratives et policières, etc. Plusieurs années avec la Banque mondiale, où j'ai été plusieurs fois envoyé dans beaucoup de pays pour apprendre comment on peut lutter contre la corruption, etc. Et finalement, Yamba Yamba, expert en développement, expert en question de décentralisation, expert en lutte contre la corruption. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là? Non, en fait, c'est vrai que pour ce qui concerne toutes ces thématiques, il faut dire qu'on a une formation de base. On a une formation de base et puis on a fait aussi des études post-universitaires dans plusieurs domaines. Je dispose aujourd'hui de 17 certificats, essentiellement dans des grandes institutions internationales. Lorsque je considère le développement, ça c'est ma formation de base. Je suis allé en Belgique essentiellement pour faire... Et parce que vous enseignez également à l'Institut facultaire de développement de Kinshasa, mais nous avons aussi quelques journalistes ici tels que M. Deli Mutombo qui nous dit que vous l'avez enseigné à l'UFASIC, mais finalement vous rassemblez un peu tout. Oui, mais il faut, lorsque on a des ambitions, il faut construire une immensité du savoir.
Et donc, je tente toutes ces expériences, mais je crée aussi des relations. Mais j'essaie d'écouter aussi les aspirations de notre peuple et je cumule ça et je capitalise ça et ça fait véritablement Norbert Yambayamba. Et aujourd'hui, je parle de plus en plus d'experts simplement parce qu'il y a cause de toutes ces expériences qui nous... Yves, excusez-moi, avant de vous accorder la parole, votre longue lutte à côté d'Étienne Tshisekedi, ça vous a façonné? Beaucoup. C'est là que j'ai appris comment être résistant, constant et consistant. C'est comme ça que moi, je ne m'amuse pas. J'ai le caractère, j'ai la sagesse, mais j'ai l'intégrité. Je suis décolonisé psychologiquement. Je ne suis pas quelqu'un qui tremble devant le matériel. Mais je suis quelqu'un qui voyage dans les temps, 30 ans, 50 ans et 100 ans, pour revenir et dire aux autres, allons-y, parce que j'ai la torche pour éclairer l'avenir. C'est ce qui justifie... Ça, c'est le combat que nous avons mené aux côtés du patriarche, qui est une divinité. Une divinité qui a une répercussion et qui nous a éclairés et qui a permis aujourd'hui de créer... Là, c'est Étienne Tshisekedi. Oui, ça c'est... Et c'est comme cela que vous êtes panafricaniste, tshisekediste. Oui. Ça signifie quoi? Étienne, tshisekediste parce qu'il aimait le droit, il aimait une société équilibrée, il aimait une société équitable, il aimait une société où on doit pouvoir observer les règles de jeu, mais il aimait également construire une dynamique autour de l'Afrique, parce que l'Afrique était unique. Elle a été divisée sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et il croyait que la puissance africaine résulterait essentiellement de l'organisation de nos pays, mais qui, au finish, doivent être ensemble pour constituer un État fédéral, les États-Unis d'Afrique. Et c'est comme ça qu'on va relever le vrai défi, qui est celui de lutter contre la pauvreté. Etienne terminera juste dans une de ses prestations pour dire, si l'Afrique devenait un seul État, elle serait la 5e puissance économique mondiale, parce qu'elle obtiendrait, n'est-ce pas, 5 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Mais à la fin du siècle, on pourrait prendre la première position. Et raison pour laquelle, vous voyez, tout le monde est paniqué, on met des stratégies de chaos pour nous exterminer, parce qu'effectivement, tous les visionnaires, toutes les divinités africaines ont prédit la puissance, la restauration de la puissance africaine en ayant la fin du siècle. Là, je parle de Lumumba, je parle de Tshisekedi, je parle de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sankara et compagnie. Voilà. Très bien. Norbert Yambayamba, dans la présentation, mon confrère Joseph vous a présenté notamment comme étant un spécialiste des questions de lutte contre la corruption. Ça, c'est un titre que vous vous accordez ou il vous a été accordé par une institution quelconque? J'ai travaillé comme représentant des ONG belges au Congo. J'ai fait pratiquement 6 ans, mais j'avais la responsabilité d'accompagner la société civile du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et après cela, j'ai travaillé avec la coopération américaine, où j'étais coordonnateur national au sein d'un programme qui était destiné à la lutte contre les tracasseries policières et administratives. Et c'est essentiellement les questions de corruption, où on a vu des barrières un peu presque partout, les gens en train de ponctionner, etc., où l'État ne bénéficiait que 5% sur tous les moyens recouvrés. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été effectivement à Porto-Alegre, à l'époque, l'un des premiers Congolais qui véritablement ont visité le Brésil pour apprendre ce qu'on appelle le budget participatif, de manière à construire une sorte de traçabilité et une redevabilité autour de la gestion des affaires publiques. Très bien. Il n'y a pas que ça. Lorsque j'ai été recruté par la Banque mondiale, j'ai été expert des questions de décentralisation et de gouvernance, et c'est là justement que je suis allé en Asie, notamment en Indonésie, où j'ai été faire la formation à l'Institut de la Banque mondiale sur des questions de lutte contre la corruption. Ceci m'a permis véritablement de faire le stage même en Malaisie, à Kuala Lumpur, à New Delhi en Inde. Et quand j'ai fini, j'étais encore envoyé aux États-Unis pour étudier la gouvernance, le développement économique et la lutte contre la corruption. J'ai fait ça à Maryland, à Washington même, et j'ai passé mon stage à Montgomery, etc. Et depuis lors,
j'ai assumé des responsabilités d'expert des questions de gouvernance, expert des questions de lutte contre la corruption, expert des questions d'administration publique, expert des questions de décentralisation, de développement, etc. Et même toutes les problématiques liées à la gestion des forêts, la gestion du bois, toutes les problématiques liées à la protection des écosystèmes, etc. La question de la gestion des entreprises, en tout cas, nous en avons l'expérience et j'ai eu à obtenir 17 certificats, comme je vous l'ai dit, dans des institutions internationales de différents pays. Ceci m'a permis naturellement d'être en stage dans presque 65 pays pour construire véritablement ce savoir-là qui relève véritablement d'un certain nombre d'expériences cumulées qui consolident ma conviction aujourd'hui. Suffisamment outillé, nous allons donc aborder cette question autour des ordonnances, récentes ordonnances du chef de l'État, mais nous focalisons beaucoup plus sur cet instrument de la lutte contre la corruption. Est-ce que cette initiative du chef de l'État était opportune? Est-ce que c'est pourquoi, on se pose la question, pourquoi est-ce que cette initiative du chef de l'État est à la base de cette polémique? Il y a ceux qui estiment que la démarche du chef de l'État a violé ou aurait violé la Constitution, et une autre partie, une autre frange des Congolais qui applaudissent et qui soutiennent la démarche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes de quel côté, personnellement? Cher Yves, vous savez que nous fonctionnons dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. L'élite politique est plus dans les incantations, en fait. Ce sont des pseudo-chercheurs politisés, en fait, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où aller, qui n'ont aucune boussole et qui, visiblement, voudraient que nous puissions tourner en rond. Lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est dirigeant de la République, on voit ce que sera le pays dans 20 ans, 30 ans, 100 ans. Et on revient, on dit, mes amis, allons-y, voici la boussole. Le président de la République, depuis qu'il est là, et même avant qu'il ne soit là, il faut lire son programme qui s'intitule « Vaincre la pauvreté ». Et dans ce programme, le président de la République a réservé tout un chapitre autour de la lutte contre la corruption. Écoutez, vous avez un pays qui fonctionne dans une perspective où la corruption est institutionnalisée à différents niveaux d'atterrissage. Un panel de chercheurs disait que lorsqu'on arrête la corruption dans notre pays, je sais ce que je parle parce que j'ai évolué dans ça et j'en ai l'expérience. Et vous en savez quelque chose? Bien entendu. On arrête la corruption en proportion de 30%. On peut l'année suivante obtenir 55 milliards de dollars de produits intérieurs et du budget annuel. Et donc, si vous allez à 60% de réduction de la corruption, vous pouvez véritablement obtenir 100 milliards dans ce pays. Dans ce pays. Il faut simplement faire une observation. Vous êtes des journalistes et il faut vraiment vous engager dans les investigations. Vous allez voir comment les entreprises fonctionnent. Ce sont des propriétés, véritablement, des patrons des entreprises, etc. Non seulement en termes de recrutement des personnes, mais en termes de perception des moyens qui sont destinés véritablement à l'entreprise. Et ça que personne ne s'intéresse justement pour rentabiliser l'entreprise. Sans qu'aucun devoir de redevabilité soit mis en place. Sans qu'aucun mécanisme de surveillance mutuelle ne soit mis en place. Et donc nous avons fonctionné dans une situation où les entreprises publiques, les recettes de l'État sont essentiellement, n'est-ce pas, l'apanage de ceux qui gèrent la République, mais qui visiblement ne sont pas suivis. Et à différents niveaux d'atterrissage, quelle que soit l'existence des structures de dissuasion, etc., personne ne contrôle personne et chacun trouve intérêt à faire tout, même des graines pourries qui gèrent les biens. Voilà la situation de la République. Alors maintenant, on s'est dit, ben, écoute, le budget de la République, il est très maigrichant, il faut augmenter, n'est-ce pas, le moyen, etc. Et les gens se disent, mais où est-ce qu'on va avoir l'argent ? Et quand le président va à l'extérieur, justement pour construire des partenariats stratégiques avec les bailleurs de fonds, on s'est dit non, mais là, on est en train véritablement de brader la souveraineté. Mais alors le président de la République, il dit, on rentre chez nous. On connaît, même si les partenariats relèvent véritablement de la solidarité internationale, la solidarité entre les peuples, mais ayons la fondation, ayons deux pieds sur terre, en mobilisant véritablement les ressources qui sont les nôtres. Parce qu'il y a coulage, parce qu'il y a hémorragie. Et le président avait promis, non seulement avant même les élections, et pendant les élections, et aujourd'hui, maintenant qu'il est devenu président de la République, il est en train véritablement de matérialiser sa vision, qui est celle de lutter contre la corruption, parce que c'est avec cet argent qu'on peut aller même au-delà de 20 milliards, 30 milliards
le conseiller spécial d'antan parlait de 15 milliards. 15 milliards, voilà. Qui échappait au trésor public. Il faut aller dans les entreprises. Vous savez, même les différentes taxes qui sont prévues en termes de recouvrement des taxes de recettes de l'État. Il y a des individus qui ont des pourcentages à l'intérieur de ces taxes. Et ça fonctionne comme si rien n'était. Très bien. Et donc, dans beaucoup de pays, même l'Indonésie où j'ai été, etc., il y a une agence qui fonctionne et qui soit capable de traquer. Mais il n'y a pas un individu seul. Il faut un mécanisme qui regroupe, qui intègre les différentes parties prenantes dans la perspective de construire une dynamique de surveillance mutuelle. Et ça, c'est la vision du président de la République autour de cette élite contre la corruption. Nous allons évoluer, nous continuons avec ce même chapitre de cet organe de lutte contre la corruption qui vient d'être créé par le chef de l'État à travers ces dernières ordonnances qu'il a signées. Mais cet organe sera placé sous quelle tutelle ? Il sera contrôlé essentiellement et aura à faire des rapports directement au chef de l'État, ou c'est l'appareil judiciaire, la justice congolaise, qui va s'en occuper et qui va veiller sur la gestion de ces droits. Lorsque vous êtes dans une situation de déliquescence des institutions de la République, lorsque vous êtes dans une situation où les institutions ne sont plus en mesure, n'est-ce pas, d'agir pour répondre à leurs prérogatives, il faut chercher de nouvelles échelles pour monter les escaliers. Et le président de la République ici sait que le gouvernement de la République a la gestion continue du pays. La mobilisation des recettes, la gestion véritablement des politiques de la République, ça c'est le gouvernement de la République. Très bien. Il n'y a pas de discussion sur cette question. Mais croyez-moi, celui qui a la vision et qui répondra de cette vision, c'est le président de la République. Dès lors que le diagnostic a été fait, où l'on reconnaît effectivement que la corruption est un fléau pour le pays, volatilise les moyens de la République. Le président de la République a envie d'avoir un droit de regard direct par rapport à ça, sans prendre soin de prendre cet argent. Ah non, tout l'argent, c'est le gouvernement qui gère. Mais cette agence doit être sous la direction du président de la République. C'est sa lampadaire, c'est sa boussole, c'est sa torche pour photographier ce qui se passe dans la société et de manière qu'il puisse avoir une idée très consolidée de la situation réelle. Et c'est de cette manière-là qu'il est capable aussi de poser des questions pertinentes au Premier ministre, au ministre de la République, lors du Conseil des ministres. N'oubliez pas que c'est le président de la République et le président du Conseil des ministres. En tout état de cause, il doit avoir la maîtrise de ce qui se passe. Or, rien ne peut se faire sans qu'on ait véritablement des moyens. Et il n'y a pas que des moyens financiers, il y a les ressources humaines. Parce que même dans différentes entreprises, on parle de corruption, on croit que c'est mal l'argent. Ah non! Lorsque vous êtes dans une entreprise publique, etc., on engage des gens sans tenir compte des cadres organiques, sans tenir compte des prévisions institutionnelles, sans tenir compte des profils et des backgrounds de différentes personnes, y compris les nominations. Vous construisez les népotismes, vous construisez les clientélismes. Tout cela, ce sont des effets de la corruption. En tout état de cause, il faut que le président de la République ait un organisme qui lui donne et documente véritablement sa vision et qui lui tient informé régulièrement et qui travaille en collaboration avec les différentes structures qui avaient autrefois la responsabilité de pouvoir traquer le corps. Très bien, nous allons rester dans cet organisme qui vient d'être mis en place sur ordonnance du chef de l'État. Parlons peut-être aussi de ces animateurs. D'où vont être tirés les animateurs de cet organe, quand bien même nous savons que le pays est dirigé dans une logique de la coalition. Non. Les animateurs, non, vous allez avoir le temps de réagir. Moi, je ne pose que des questions qui préoccupent l'opinion. Est-ce dans un esprit de coalition, on trouvera les animateurs, une partie qui va provenir du FCC, et puis on reste du côté du cash, où vous avez l'image et l'idée autre que ce que les gens sont en train de se dire autour de cette question. J'ai trois petites choses à dire. Dans notre pays, toutes les générations sont brûlées. Oh. Deuxièmement, dans notre pays, il y a des manquants, des maquettants, des maquettures qui sont des séquelles qui nous ont été, consolidés par des systèmes que nous avons connus, qui est un système marqué de l'impunité, la mauvaise gestion, le patrimoine de l'État, orphelin, etc. Voilà.
Et donc, au point où c'est difficile de trouver des hommes intègres. On va cela parmi vous les journalistes, on va parmi la classe politique. Parlons de tous les secteurs. Et donc, tous les secteurs de la vie nationale, les journalistes, hein. tous les secteurs de la vie nationale sont brûlés. Alors maintenant, il faut chercher des oiseaux rares. Non seulement qu'ils aient le profil nécessaire pour faire le travail, parce que c'est une question technique, il faut sortir de l'approche politique pour aller vers la technique. Ah, on quitte l'approche politique pour aller vers l'approche technique. Voilà. Et la technique ne se négocie pas. Ou on l'a, ou on ne l'a pas. Voilà. Et c'est très important. Et l'expérience que nous avons observée dans les chefs de nos compatriotes, c'est une expérience malheureuse. Alors, il va recruter les gens où, écoute, le président, il a sa torche, surtout qu'il a la marge manœuvre. C'est une structure qui est rattachée à la présidente de la République, dont il a la responsabilité, la pleine responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement, c'est un conseiller du président de la République. C'est un conseiller en tant que tel. Vous n'allez pas faire une répartition politique. Très bien. Et donc le président pourra identifier des hommes et des femmes qui ont le profil, mais qui ont l'intégrité. C'est une notion morale très importante, parce que toutes les générations sont brûlées. Et lui-même, pour avoir fait l'opposition pendant 38 ans aujourd'hui, pour avoir vécu avec les hommes politiques, pour avoir connu un certain nombre de personnes, à l'extérieur comme à l'intérieur, il pourra désigner des hommes et des femmes qu'il estime être utiles pour l'aider à avoir une vision claire, avoir une situation réelle, avoir l'état de la gestion de la République, de manière à lui permettre de prendre des décisions correspondantes. Très bien. Nous sommes en train d'évoluer. Avant que je ne passe la parole à mon confrère Joseph, qui a aussi un questionnaire à vous proposer pour des réponses utiles. Norbert Yamba, en quoi cet organe ou cet organisme sera-t-il différent de l'agence qui était autrefois animée par le professeur Luzoloba Mbilisa, qui a établi des rapports et des rapports qui n'ont jamais eu d'effet. Et les personnes même citées dans ces rapports-là, certains sont libres, en train de circuler, non inquiétés. Ils ont pris l'argent du Congo, l'argent des contribuables congolais, les droits des Congolais, plongeant l'économie nationale dans un trou profond et sans aucune inquiétude. Comment différencier le fonctionnement, les rôles et les missions reconnus à cet organe qui vient d'être créé par rapport à l'agence, l'ancienne agence de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchissement des capitaux? Disons que c'était le conseiller spécial de l'ancien chef de l'État qui s'occupait un peu de tout ça. Et voilà. C'est justement ça la nuance. L'autre fois, c'était un conseiller spécial qui avait la responsabilité de traquer et de rendre compte à qui les droits. Mais qui n'avait pas traqué. Voilà, c'était une responsabilité qui lui était destinée. Et pourtant, la question de lutte contre la corruption, ce n'est pas une question nouvelle. Il existe des structures qui ont été créées et qui ont la mission véritablement de modeler la nature, la morale publique. Et donc, aujourd'hui, hier, si c'était une question sectorielle, individuelle, il y en a même individualiste, etc. Aujourd'hui, c'est une question collective, c'est une responsabilité collective. On identifie sur le terrain quelles sont les structures qui s'occupent de lutter d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, de la corruption. On dit non, non, les cours tribunaux. On dit non, non, l'Agence nationale, par exemple, des renseignements. On dit non, 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 la Cour des comptes. On dit non, 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 mais la société civile. On dit non, 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 mais l'inspection générale des finances. On dit les journalistes, etc. Voilà. Et donc, au lieu que ce soit un seul individu, eh bien, on met en place ce qu'on peut appeler le comité de pilotage, qui regroupe naturellement les différents acteurs, les différentes parties prenantes qui s'occupent de cette question. Mais il existe un coordonnateur. Voilà. Cette fois-là, lorsqu'il y a des tournements dans tel ou tel endroit, au lieu que le procureur active, n'est-ce pas, s'il ne le fait pas, mais il y a un endroit où les gens font l'évaluation pour dire mais il y a des tournements, monsieur le procureur, vous entendez quoi? Voilà. Alors maintenant, s'il ne le fait pas, c'est qu'il endosse la responsabilité et le président de la République qui est informé régulièrement, parce que c'est sa structure. Et donc, il peut rappeler alors le procureur, le PG, pour dire mais, écoutez, vous entendez quoi? Cela, ici,
il y a un système de surveillance mutuelle. Toutes les structures, vous savez, généralement, j'en ai l'expérience en fait. Lorsque j'ai travaillé avec la Banque mondiale, je suis allé dans une des provinces et puis bon, on arrive, on voulait véritablement construire la traçabilité dans la mobilisation des recettes. Et puis, on est arrivé en fin de compte, de prendre une décision en disant telle province, 30 millions de francs congolais par mois, donc ça ne représente rien. Et alors, on a pris la responsabilité de digitaliser, d'informatiser naturellement le système. Et on est parti de 30 millions par mois, les mois suivants à 400 millions. 30 millions, 400 millions. L'autre mois, on est allé jusqu'à 700 millions et puis finalement on a atteint 1 milliard. C'était dans le C'était réputé la province la plus pauvre de la RDC. $30 par habitant par an. Voilà. Et lorsque les choses ont marché, il y avait la traçabilité, plus personne ne pouvait avoir accès à un pack sexuel. Finalement, ils ont saboté les machines. Voilà. Parce que c'était un projet de la banque. Et donc, le gouvernement ne s'était pas approprié. Entre-temps, ceux qui étaient au gouvernement, qui visiblement ont été à la base de ces actions, etc. Donc, personne ne pouvait protéger ce processus, ce système, etc. Or, ici, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Le président responsabilise un groupe de personnes et il dit lorsqu'il y a des résistances par des personnes qui se considèrent comme intouchables, écoutez, la justice, il va instruire les courriers criminels qui font partie naturellement, n'est-ce pas, de ces groupes-là pour dire écoutez, voyez-moi un peu cet homme-là, utilisez la justice, etc. La Cour des comptes, combien de fois, à l'époque en tout cas, je me rappelle bien, dans une province, même certains enquêteurs, par exemple, de Cour des comptes, inspection générale de finances, ils sont dans les provinces, j'ai vu certaines personnes jubilées, ils avaient peur qu'il y a tel ou tel délégué de la Cour des comptes, etc. Mais quand il arrive, c'est le délégué de la Cour qui dit, écoutez, moi je suis là, j'ai conçu ma maison et tout ça, je peux vous montrer comment on peut véritablement régulariser les opérations. Ah bon? Alors maintenant, lorsque vous vous trouvez dans cette situation où la structure qui contrôle devient partie prenante à la complicité pour détruire la République, à ce moment-là, ça pose problème. Et le président dit, rassemblons tous ces gens, chacun doit jouer sa partition, mais qu'on se surveille mutuellement pour que le Congo gagne. Surveillance mutuelle. Très bien. Alors, allons un peu dans le fond, monsieur Yamba Yamba. Le chef de l'État l'a rappelé que la corruption avait une telle échelle que, en tout cas, partout, la corruption était devenue une certaine manière de vivre. Au niveau de l'enseignement, au niveau des entreprises, à tous les niveaux, en tout cas, la corruption est invitée. Alors, la question est que comment est-ce que l'on peut réussir une telle opération pour que ceux qui sont au niveau des chefs des quartiers là, qui sont dans les avenues, même ceux qui perçoivent des petites taxes au niveau de mamans et qui vendent le long de rues, comment est-ce que, quel mécanisme pour que cette lutte soit vraiment arrive jusqu'à ces niveaux-là? Vous vous rendez compte, par exemple, le samedi qui était proclamé comme le jour de Salongo, mais il y a des policiers qui passent, par exemple, à côté des vendeurs et puis on remet seulement 500 francs et c'est tout. Donc, vous êtes déjà coté comme si vous avez déjà fait des Salongo parce que vous avez remis les 500 francs. Comme pour dire que la corruption est à tous les niveaux. Comment est-ce qu'il faut faire en tant qu'expert? Que peuvent être, si on vous donnait cette responsabilité, qu'est-ce qu'il faut, par quels moyens utiliser, disais-je, pour que la lutte entre à tous les niveaux et que les mentalités des gens soient, n'est-ce pas, puissent changer et qu'on arrive quand même à des résultats escomptés. Vous savez, Joseph, la question que vous posez, c'est une question qui me donne même la chair de poule. De la complexité du problème lui-même, parce qu'un problème construit de l'ancrage sociologique, territorial et institutionnel, ça devient un danger public. C'est un peu la corruption dans notre pays. Cependant, cette corruption se fait voir à différents niveaux d'atterrissage, de l'échelle nationale, provinciale et locale. Mais croyez-moi,
le pays est organisé à ces différents niveaux de gouvernance, où on trouve les différents acteurs. C'est-à-dire, lorsque vous êtes, par exemple, à Kimpanseke, vous avez le bourgmestre qui représente le président de la République, mais au-delà du bourgmestre, vous avez, n'est-ce pas, des services de renseignement, vous avez la société civile, les ONG, les confessions religieuses, les opérateurs économiques. Parce que, écoutez, tout cela montre très clairement qu'à ce niveau-là, si les gens peuvent véritablement s'organiser pour dénoncer, encore qui est la motivation, et puis, mon cher ami, il suffit simplement que les cours et tribunaux se mettent au devant de la scène. Je pense que ça va dissuader aux gens de poser des actes incontrôlés. Si dans l'hypothèse, on voit qu'on met en place des dispositifs de lutte contre l'impunité, je crois que ça va commencer à modifier le comportement des uns des autres. Voyez. Et donc, si on est au marché, il faut aller dans ces marchés-là, pose la question, n'est-ce pas, au responsable du marché. Pose-lui la question, quel est son budget? Combien d'argent il reçoit par jour? Qu'est-ce qu'il en fait? Comment s'effectuent les allocations? Et vous avez même des vendeurs au marché, mais qui ne connaissent pas. Quand vous êtes à l'université, est-ce que vous savez le volume d'argent que vous donnez en termes de contribution de minéral? Est-ce qu'on vous associe à la discussion? Mais il y a quand même des étudiants qui prennent part aux réunions. Et quelle est la capacité de ces étudiants de pouvoir évaluer l'action qui est menée par exemple, le comité de gestion? Tout cela nécessite naturellement une sorte de revisitation de tous nos comportements. Maintenant que nous avons fait un diagnostic général pour dire que le pays ne marche pas, chacun de nous doit payer le droit à la contestation parce que nous endossons tous la responsabilité devant les générations futures et l'histoire. Et donc, dès que nous comprenons que nous sommes dans une université et que les gens paient l'argent et qu'il est anormal que ceux qui sont, j'allais dire, des actionnaires ne connaissent même pas combien d'argent ils ont payé et puis ça représente combien, quelles sont les affectations, quelles sont les allocations, etc. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, le président de la République ne peut pas aller à Bafoussam pour aller dire à l'administrateur, pour aller dire au chef de secteur, au chef de chefferie, quel était son budget, etc. Vous, ici, vous, en tant que journaliste, par exemple, je vous vois vous donner des informations à l'échelle nationale. Mais quand vous posez la question, et même je peux même vous la poser, quel est le budget du gouverneur de province? Vous allez être difficile. Et même s'il fallait poser la question, naturellement, aux hommes de la rue, ne serait-ce que même des agents qui travaillent au niveau du gouvernement, pour dire oui, c'est combien d'argent en termes de budget, quelles sont les allocations, et ça fait 3 mois déjà, on a utilisé combien, il reste combien, quels sont les projets phares. Tout ça, c'est de la technique. C'est comme ça que dans une salle d'urgence, on n'envoie pas de stagiaires. Nous entrons dans une logique telle que lorsqu'on est coordonnateur, n'est-ce pas, d'une agence de lutte contre la corruption, vous avez des directions. La première direction, c'est le respect de la loi. Et vous avez des institutions qui ont été mises en place naturellement pour appliquer la loi. Vous avez des institutions qui ont été mises en place pour contrôler de manière technique et performante. Vous avez également des institutions qui doivent sensibiliser pour faire une déprogrammation mentale. Et donc c'est cette répartition de rôles où chacun joue sa partition qui fait la performance des institutions et le résultat en termes de la bonne gestion des affaires. Oui, monsieur Yamama, moi je crains que l'on ne puisse pas... n'est-ce pas, faire peut-être un travail qui ne puisse pas atteindre ses objectifs. Tenez qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a mis en place une coordination de changement des mentalités, quelque chose de pareil. Or, vous le soulignez bien qu'il faut que toute la population s'implique. Mais si cette même population ne change pas de mentalité, la population est encore dans le niveau qui considère l'État comme l'État providentiel, où c'est l'État qui doit tout faire pour lui, et puis cette population est restée comme ça, sans s'impliquer véritablement, ou changer même son comportement. Est-ce que vous ne craignez pas que si la population tout entière n'accompagne pas cette action par le changement des mentalités, nous puissions frapper peut-être l'épée dans l'eau? Joseph, le travail que fait le président est un travail pédagogique. Il y a d'une part ceux qui sont censés justement faire respecter la loi, mais il y a aussi ceux qui sont censés construire la déprogrammation mentale. Et ça va ensemble.
il y a interaction. L'approche est holistique. Elle est globale, globalisante. Il n'y a pas de personnes qui travaillent en solo. Il y a échange, il y a interaction. C'est très important. Et donc, au même moment que nous voulons faire appliquer la loi, c'est au même moment que nous disons, oui, on est Congolais, oui, nous devons véritablement relever le défi, parce que c'est notre pays, et nous avons intérêt à modifier nos comportements, nous avons intérêt à modifier nos attitudes. Ça relève de la compétence, n'est-ce pas, de la série des changements de mentalité. Voilà. Alors maintenant, lorsque on va faire un travail technique pour identifier véritablement les faits de corruption, etc., là, il y a un autre qui prend un autre profil, qui prend une autre averture, etc., et qui complète celui de changement de mentalité. Celui des changements de mentalité prépare pour que nous ayons des hommes intègres, pour que nous ayons des hommes qui soient disponibles pour aider la République, la nation d'avancer, mais nous avons également des structures de dissuasion pour dire oui, messieurs, vous n'êtes pas comme un poisson dans l'eau, et donc vous avez à respecter les règles. Et cela génère dans les chefs des différents citoyens, n'est-ce pas, un comportement. Et ce comportement va permettre naturellement qu'il y ait bonne gestion. Donc, sincèrement, les différentes structures, chacune devra jouer sa partition. Mais ces structures agissent en interaction dynamique. Alors, une autre question que l'opinion se pose, est-ce que les implications politiques ne joueraient pas des pesanteurs par rapport à ces nouveaux projets du chef de l'État qui est l'agence de lutte contre la corruption? On peut mettre en accusation ou bien on peut soupçonner quelqu'un et puis bon, il y a des appels qui viendraient de partout, de tels ministres, de tels chapeaux, de tels parrains, et finalement ça anéantit même l'action. C'est ça qui a été la grande difficulté de Luzolo Bambi, qui a fait des grosses ou de grandes dénonciations, mais qui n'aboutissaient pas parce qu'il y avait trop d'implications politiques, il y avait toujours des gens qui devaient défendre leurs camarades de parti, et ainsi de suite. Non, une manière de renchérir, ajouter quelque chose sur ce que Joseph vient de dire, la même question, dans la même logique bien sûr, cette histoire d'avoir des hommes forts ne risquerait pas de ne pas permettre à ce que les missions assignées à cette agence ne puissent se réaliser. Bon voilà, ça c'est le défi. C'est le défi qui est le nôtre. Voilà. Mais s'il y a eu une certaine époque, les choses n'ont pas marché, il faut se poser la question sur la volonté politique. Parce que c'est la volonté politique qui détermine la boussole. Et lorsqu'on sait où on va, effectivement, on essaie de contrôler les comportements pour que l'objectif soit atteint. Et alors maintenant, si ça n'est pas la préoccupation, alors ça pose des problèmes de douleur d'enfantement. Et c'est ce qu'on a insisté. Aujourd'hui, le président de la République s'engage véritablement à pouvoir transformer la République, changer les comportements des uns des autres, renflouer les caisses de l'État, faire en sorte que le Congolais véritablement trouve son compte en restituant la République aux citoyens. Et ça, c'est la volonté politique du président de la République. Et raison pour laquelle, vous voyez, des hommes, même des hommes qui en réalité, sans aucune réflexion, même pas un projet, même pas une offre, s'autorisent de dire n'importe quoi contre le président de la République. Il dit c'est de la liberté à tout et chacun de dire ce qu'il pense, encore que lorsque on veut critiquer l'action gouvernementale, connaît la possibilité de critiquer, et le président accepte, il est même aguerri pour gérer toutes ces contradictions. Mais lorsqu'on n'a pas la volonté, on va commencer à arrêter tout le monde. On va mettre tout le monde en prison, etc. Et donc, si à l'époque, il y avait des hommes forts, écoutez, nous voulons créer des institutions fortes qui permettent aux uns et aux autres de réguler leur comportement. Et ça, c'est la vision du président de la République. En mettant toutes ces structures de dissuasion, la perspective de faire en sorte que quel État, la République, soit au-dessus de tout le monde, pour qu'il y ait des chances égales, pour qu'il y ait des équilibres à construire, pour que chacun trouve son compte, pour que chacun se sente copropriétaire de la République. Ça, c'est le défi. Et c'est cela, justement, la signification du peuple d'abord. Très bien. Voilà. Oui, le peuple d'abord, parce que d'ailleurs, je rappelle que vous avez lutté longtemps à l'UDPS pour militer pour l'avènement d'un État de droit. Et l'élection du chef de l'État a suscité de l'espoir partout
à travers le pays. D'ailleurs, ici à Kinshasa, on a commencé quand même à voir certains ministres certains anciens ministres être interpellés, arrêtés, même mis en prison. Bon, on disait peut-être que, on se disait que, voilà, peut-être il y a de l'espoir, peut-être que c'est le début de la fin de l'impunité, tant mieux, si cela va continuer. Mais alors, quel message pour les uns et les autres? Le chef de l'État a donné le go. Vous-même, vous avez dit qu'il faut que tout le monde s'implique. Il y a la part de la justice, la part des exécutants, c'est-à-dire des autorités locales, il y a la part des uns et des autres. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique, il y a aussi la corruption dans le privé, dans l'enseignement. Quel est le message que vous pouvez donner, vous, en tant qu'expert expert dans la matière, le message à tous les compatriotes pour que finalement notre pays décolle et puis se délivre, n'est-ce pas, de ces démons-là de la corruption. Le Congo est une entreprise dont nous avons 96 millions d'actionnaires. Et donc, pour que notre entreprise soit bien gérée, il faudrait que chacun de nous ait conscience qu'il est actionnaire. Et l'actionnaire a besoin que son entreprise soit bien gérée pour qu'il bénéficie des dividendes à la fin de l'exercice. C'est très important. Et donc, à différents niveaux d'atterrissage, en commençant par le président de la République, le ministre, le PDG, etc., y compris le privé, y compris celui qui est au village, qui refuse d'aller en forêt travailler au chat, et qui prend tout son temps à prendre les ododos. À chaque niveau d'atterrissage, il faut que chacun paye le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. C'est comme ça que nous serons appréciés. C'est comme ça qu'on va nous respecter à travers le monde. C'est un élément de crédibilité qui permet à ce que nous puissions véritablement inonder notre pays des moyens, etc., de crédit, etc. Ça s'appelle la crédibilité. Ici, de l'intégrité des personnes qui vivent dans un pays. Si cela est compris de cette manière-là, à ce moment-là, quelles les institutions? Chaque institution s'est créée pour résoudre un problème bien déterminé de la société. Eh bien, chacun doit jouer sa partition. Et donc, pour que chacun joue sa partition, c'est le numéro 1, celui le catalyseur, celui le point d'amplification, l'amplificateur, celui l'entraîneur, le meneur, le stimulateur, l'excitateur, le modèle référentiel. Et si le président n'est pas dans la mabille, si le président n'entre pas dans les combines, chacun aura à se poser des questions pour poser un acte. Et surtout un acte contrôlé. Et nous avons confiance que le président de la République le fait de bonne foi et quand tout est en écoute, les choses vont bien marcher, encore qu'il faut faire confiance. Il ne faut pas comparer ce qui n'était pas fait hier, que cela ne va pas se faire aujourd'hui. Sinon, alors, on est absorbé par des manquetas qui relèvent de la science de la manquémologie. Voilà, professeur. Voilà, je rappelle que vous êtes enseignant dans plusieurs universités, ici Institut supérieur, vous êtes enseignant, voilà, on comprend toute cette pédagogie. En tout cas, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais actualité oblige en 1 minute. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vaincre le coronavirus? Parce que la situation devient de plus en plus alarmante ici en République démocratique du Congo. En 1 minute en tout cas, parce que c'est la chute de notre pays. Nous n'avons pas des centres extrêmement équipés. Nous n'avons pas de moyens comme les Occidentaux et ceux qui ont des moyens ont démontré leurs limites. Et je crois que la seule garantie que nous avons, ce sont des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et si chacun peut faire un effort dans une sorte d'auto-éducation pour respecter véritablement ces différentes mesures, on va sauver. Et on va sauver beaucoup de gens. Je voudrais également dire que c'est l'occasion aujourd'hui, au regard de la situation... C'est déjà votre mot de conclusion. Au regard de la situation qui se passe dans notre pays, c'est un moment, c'est une opportunité aujourd'hui, pour que ceux qui font la recherche, ceux qui sont dans la médecine traditionnelle, les églises traditionnelles aussi, qui connaissent les secrets de la nature, ils font un union sacrée. Pour qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens se disent quel type de produit il faut utiliser et que les chercheurs puissent aller dans les laboratoires pour déterminer la dose et transformer ce produit jusqu'à
jusqu'à mettre ça, à moderniser cela, et c'est là comme ça qu'on va relever le défi. Merci. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Norbert Yamba, qui est au cadre de l'UDPS, mais également consultant international des questions de développement, de décentralisation et de lutte contre la corruption. Il est panafricaniste, tshisekédiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je pense qu'on reste branchés et nous avons la responsabilité de travailler comme dit ce devoir. Surtout vous les journalistes, c'est maintenant ou jamais de fouiner partout. C'est donc la fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. Grâce à la qualité de son travail, Kin 24 attire de plus en plus. Le reflet de Kinshasa fait partie des meilleures télévisions de la RDC. Avec ses multiples supports de diffusion tels que Waro, Easy TV de Canal+, Rascom, la TNT nationale et tant d'autres, Kin 24 est suivi par 1 725 000 foyers à travers l'Afrique. Un véritable exploit. Désormais, Kin 24 travaille en partenariat avec France Média Monde. Vous pourrez donc suivre certains de vos programmes les plus prisés de France 24 sur la télévision reflet de Kinshasa. Le gros mot de l'écho, le Paris des Arts, le journal de l'Afrique, Ici l'Europe et d'autres émissions de la télévision française à suivre tous les jours sur Kin 24. Ça se passe entre professionnels. Kin 24, encore et toujours plus loin avec vous.